commencer par la gauche vers moi, ensuite de Mme Drouin vers Mme Saint-Pierre. Des fois, je vais partir du milieu, idée de mêler tout le monde. D'accord? Donc, les trois premiers thèmes, ça s'adresse à vous toutes et je vais être très, très, très sévère sur le temps. Diane et moi, on a essayé de minuter au maximum. Donc, si vous ne respectez pas le temps, comme c'est une organisation non violente, mais moi, je vais vous le dire, ça va être micro coupé. En avant de vous, vous avez ces deux gentilles personnes qui vont vous montrer un petit carton quand il vous reste 1 minute. Par exemple, quand vous avez un moment à 2 minutes, on va vous montrer qu'il reste 1 minute et ensuite 30 secondes. Et après ça, il va faire niette fini. Genre. OK. Donc, voilà. Donc, je vous le disais, les trois premiers thèmes s'adressent à tout le monde. Et ensuite, pour certaines questions, on va s'adresser directement à chacune de vous pour avoir le point de vue du parti que vous représentez. Et vers la fin aussi, on revient avec des questions qui s'adressent à vous toutes. Et on va vous inviter à la fin. Vous aurez 1 minute de conclusion. Alors, si vous avez, parce que c'est sûr que vous allez être un peu frustré de ne pas avoir pu tout dire, donc dans cette minute de conclusion, elle vous appartient pour terminer notre soirée. Ça vous va, mesdames? Oui? Good. Alors, monsieur et madame Webb. Ah, je suis en ligne, vous avez juste oublié de me le dire. OK. C'est good. Non, mais c'est pas grave, c'est l'animatrice qui a l'air folle, c'est bien. Les candidates doivent être très sérieuses. Alors, c'est parti. Ça s'adresse à vous toutes, donc à tous les partis. Le premier thème, c'est le financement des groupes de femmes. Alors, on sait qu'il y a de plus en plus de groupes communautaires, et en particulier les groupes de femmes, qui sont appelés à prendre le relais des CLSC, des services sociaux, tous ces endroits où l'État a beaucoup coupé. Certaines évaluations nous disent que les besoins sont estimés autour de 335 millions, mais dans le dernier budget, on n'avait que 17 millions. Et il faut ajouter à ça que la régionalisation de l'immigration met une pression supplémentaire sur les groupes de femmes en région qui accueillent les nouvelles arrivantes. Alors, la question qui s'adresse à tous les partis, je vais commencer à ma gauche avec Mme Saint-Pierre. Alors, qu'est-ce que vous voyez concrètement comme futur pour les groupes de femmes en termes de financement et de responsabilité? Mme Saint-Pierre casse la glace, vous avez 2 minutes. Alors, tout d'abord, merci pour la tenue de ce débat. Merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, représenter ma formation politique et parler évidemment de ce qu'on a fait au cours des dernières années, mais aussi comment on voit l'avenir, comment on voit les avancées en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. Les financements des groupes de femmes, bien sûr, c'est important. Ces groupes sont essentiels. J'ai été ministre de la Condition féminine pendant 5 ans et demi, de 2007 à 2012, et j'ai eu plusieurs rencontres. J'ai circulé partout au Québec et j'ai vu le travail sur le terrain essentiel que les groupes de femmes font. Également, les ressources pour les femmes en termes d'hébergement, c'est essentiel également puisqu'elles font un travail de proximité. Et là, je peux dire que nous avons quand même malgré les efforts financiers qu'on a dû faire en début de mandat. Il faut dire que dans le programme de soutien aux organismes communautaires, on a non seulement maintenu les budgets, mais nous avons augmenté les budgets par rapport, si on calcule par rapport à 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, nous sommes passés de 109 millions à 113 millions de dollars. Donc, c'était une reconnaissance, bien sûr, de ce travail qui se fait sur le terrain. On parle aussi des groupes de femmes comme étant également les yeux et les oreilles du gouvernement. Il y a 17 tables de concertation régionale. Ces 17 tables ont eu aussi, dans le dernier budget, une augmentation de leur budget. Je pense que c'était une reconnaissance encore du travail essentiel que les groupes font. Vous avez parlé aussi de nouveaux défis qui se présentent aussi aux groupes de femmes. Bien sûr, on parle des sujets qui sont toujours malheureusement réguliers
récurrent. On parle de violence conjugale, agression sexuelle, il y a des besoins énormes. Mais vous avez parlé de l'arrivée aussi des immigrantes et elles ont un travail, bien sûr, à faire. Je pense à Concertation Femmes, qui est située dans ma circonscription. Merci, Mme Saint-Pierre. J'avais beaucoup de choses à dire, on va continuer. Oui, je sais. Je vais peut-être demander à mes comparses en avant de vous assurer que la candidate a bien vu le temps qui lui restait. D'accord? Merci. Alors, Madame Martinova-Croteau, sur toujours la même question. Oui, avant toute chose, j'aimerais également souligner le décès de Lise Payette, qui c'est vraiment une étrange coïncidence que ça arrive ce matin. Pour moi, je pense que dans un Québec qui avait accordé le droit de vote aux femmes seulement en 1940, cette femme-là a fait avancer l'égalité homme-femme en un mandat, a fait rattraper le retard de 20 ans qu'on avait à cette époque. Et je ne peux que souhaiter pour le Québec qu'on ait d'autres femmes au gouvernement qui, comme elle, sachent lire notre époque, comme elle a su lire son époque et placer le Québec à l'avant-plan des luttes féministes de notre temps. Je nous souhaite aussi, comme première ministre, une Manon Massé, je pense, qui sait lire notre époque à nous. Par rapport donc au groupe de défense des enjeux, des besoins spécifiques aux femmes, je suis assez surprise d'entendre, je l'avoue, l'intervention de Mme Saint-Pierre parce que c'est pas ce qu'on nous dit sur le terrain. Les efforts de compression budgétaire qui ont été faits n'étaient pas nécessaires. Ça a été démontré par la suite. Il y a eu des excédents. Il y a eu des coupures énormes qui ont affecté en grande majorité les femmes. Je pense que tout le monde dans la salle va être d'accord avec moi. Bon, Québec solidaire, ce qu'on propose, évidemment, vous nous connaissez, on est on veut augmenter les financements des groupes des femmes. On a comme proposition d'appuyer financièrement le développement et la consolidation de ressources pour les femmes dans les municipalités et MRC. Parce que, oui, merci, afin de permettre de réinsérer les femmes en situation d'isolement, d'appuyer les femmes aînées, de favoriser l'intégration des femmes issues de l'immigration et racisées et des services adaptés aux femmes itinérantes et des personnes vivant la diversité sexuelle, de genre et corporelle. Donc. Merci. Juste à temps. Madame Giraud? Alors, je vous rappelle la question, c'est concrètement comment vous voyez le futur des groupes de femmes en termes de financement et de responsabilité. 2 minutes. Alors, bonsoir tout le monde. Merci encore une fois pour cette invitation. Au niveau des financements des groupes de femmes, en fait, la CAQ a une vision, c'est de rendre les structures les plus efficaces possibles et d'aider à ce qu'on rende les structures efficaces et qu'elles soient capables de poursuivre la mission qu'elles ont mise en place. Donc, dans le cas des groupes de femmes, c'est pas parce qu'on est presque toutes des femmes dans la salle, mais souvent les groupes de femmes sont très bien structurés, sont très bien organisés, elles remplissent leur mission. Et nous, on a l'optique de dire, si ça fonctionne bien et qu'on remplit la mission et on est vraiment là pour la cause, et on arrive à consolider la cause pour laquelle on travaille, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de le faire. Donc, ce sont des groupes de femmes qu'on va continuer à supporter et même augmenter leur support. D'autre part, on sait aussi que la CAQ est actuellement avec un panel de candidates qui est plus de 52% de nos candidates actuellement sont des femmes. Donc, c'est évident que quand on aura autour de la table des discussions sur les groupes de femmes, des discussions sur des projets porteurs pour les femmes, c'est sûr et certain que la voix des femmes va être autour de la table, parce que même cet après-midi, dans un événement, M. Legault stipulait que son conseil des ministres va être formé de 50% de femmes. Donc, c'est évident que plus il y a de femmes autour de la table, plus on se préoccupe des femmes. Et dans ce cas-là, on va être très bien placé pour le faire pour tous les groupes de femmes. Merci. Merci. Madame Drouin. Bonjour. Donc, nous, au Parti québécois, nous allons maintenir les sommes déjà annoncées dans le récent plan de lutte contre la violence conjugale. Mais en plus, nous nous engageons à hausser de 200 millions le financement à la mission pour les organismes communautaires dont bénéficieront évidemment les organismes de soutien et d'entraide pour les femmes vulnérables. Contrairement au financement par projet, le financement à la mission permet aux organismes de se concentrer sur leurs activités à plus long terme et à agir en fonction de leurs propres priorités. Donc, c'est une façon de dire qu'on fait confiance
aux organismes communautaires qui travaillent déjà avec ces enjeux-là, au lieu de remplir plus de paperasse pour chercher plus de financement pour chaque projet individuel. Outre le financement, nous avons aussi plusieurs mesures pour aider les groupes communautaires dans leur fonctionnement et opérations quotidiennes. Donc, nous prévoyons faire la création d'un programme d'assurance collective particulier pour les personnes travaillant dans le milieu communautaire. En plus de ça, on prévoit faire une contribution au financement d'une campagne de formation et de promotion en région pour le régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. Également, la création d'une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail au bénéfice des organismes communautaires. Et finalement, on veut reconnaître l'autonomie des organismes et leur capacité d'agir selon leurs valeurs. Merci. Bravo, ça va bien. Alors, on arrive au deuxième thème qu'on a intitulé Institutions et instruments dédiés aux femmes. Il y a 2 questions là-dessus. Et comme on a commencé avec Mme Saint-Pierre, la parole sera à vous, la première, Mme Drouin. Donc, on apprenait récemment que Conditions féminines Canada pourrait se muer éventuellement en organisation dédiée à toutes les minorités, transformant les femmes en simples minorités alors qu'elles sont la majorité et représentent plus de la majorité de la population. Plus de la moitié de la population, pardon. Alors, la question là-dessus, pour tous les partis, est-ce que votre parti s'engage à maintenir le secrétariat à la condition féminine et le Conseil du statut de la femme avec leur mission actuelle, de même que les programmes et surtout l'analyse différenciée selon les sexes? Vous avez 1 minute pour répondre. Est-ce que vous êtes correct, madame? Parce que je sais que le français, c'est pas votre langue première. Ça va? Le français, c'est juste... Vous êtes surprise par la question? Oui, parce que allez-y. La réponse est oui. La réponse est oui. Voilà. La réponse est assez simple. On n'a rien contre des engagements clairs. Alors, ça va? Alors, on va passer la parole à Mme Giraud. Moi, je ne peux pas dire oui ou non, honnêtement. Je ne le sais pas parce que je suis, comme vous le savez, très nouvelle en politique. Ça fait à peine 1 mois que je suis là. Je suis très consciente, par contre, des rôles très importants de ces 2 organismes. Et aussi très consciente que dans notre parti, on a la priorité, en fait, c'est le rôle des femmes. Et ça se voit dans tout ce qu'on fait à date, puis dans les nominations qu'on fait aussi. Donc, je suis certaine que si jamais ces 2 entités-là spécifiques ne sont pas maintenues, il y en aura 2 autres qui seront aussi solides et qui auront des missions similaires. Peut-être pas avec le même nom, mais pour l'instant, je ne peux pas m'engager formellement au nom de mon parti parce que je n'ai pas ces informations-là. Merci. Madame Martinova-Crotto? On a juste 1 minute. Oui. Tout comme Madame Laurent, d'ailleurs, je n'ai rien contre les engagements clairs. Nous, Québec solidaire, d'abord, on prévoit des mesures contraignantes pour la parité de représentation hommes-femmes lors d'élections. Je le mentionne. Je pense que c'est important. Par ailleurs, il y a un grand appui populaire au fait qu'il y ait la parité parmi les élus au gouvernement. Il y a un sondage à la mi-avril qui parlait du fait qu'il y avait 69% des Québécoises et des Québécois qui croyaient que c'était nécessaire. Nous, on veut faire systématiquement les analyses différenciées selon les sexes, qu'on appelle l'ADS, sur les budgets du gouvernement. Donc, pour ce qui est des rôles des institutions que vous avez nommées, ces rôles seront joués certainement dans un gouvernement formé par Québec solidaire. Maintenant, c'est sûr que l'analyse intersectionnelle est aussi un enjeu important de nos jours et c'est quelque chose dont on veut tenir compte également. Donc, on y arrive. Merci, Mme Saint-Pierre. Oui, alors, bien sûr, la réponse est oui, parce que le Conseil du statut de la femme a été créé par un gouvernement libéral. Alors, je ne crois pas que ce serait une bonne idée de faire en sorte que le Conseil ne puisse pas continuer son travail, qui est essentiel. Je salue d'ailleurs Mme Génie Vildechêne, qui est avec nous, qui a été présidente du Conseil du statut de la femme. Et c'est un conseil qui est très bon.
très important pour le gouvernement parce que le thème le dit, le conseille le gouvernement par rapport à des actions, des politiques, des questions aussi qu'on peut poser au Conseil du statut de la femme. C'est un éclairage qui est essentiel. Secrétariat à la condition féminine, bien évidemment, le secrétariat à la condition féminine travaille en concertation avec les tables justement de concertation. Son budget a été augmenté de cette année de 25 % et je pense que c'est aussi une organisation qui a fait ses preuves et qui doit absolument être là pour accompagner la ministre de la Condition féminine dans son travail pour faire en sorte que l'égalité entre les hommes et les femmes puisse continuer de progresser. C'est un travail inachevé, un travail qui doit se poursuivre. Merci. Alors, pour le bénéfice de toutes et ceux qui nous suivent sur le web, la question qui préoccupe beaucoup PDF, c'était vraiment le maintien dans leur mission actuelle. Vous aurez l'occasion d'y revenir parce qu'il y a une sous-question. Alors, votre parti, s'il est élu, s'engage-t-il à maintenir les statistiques basées sur le sexe? Comment géreriez-vous les engagements actuels du gouvernement publiés dans son plan d'action contre l'homophobie et la transphobie, qui prévoit notamment d'adapter la terminologie des formulaires publics en remplaçant, par exemple, le sexe des parents par les mots « parent 1 »,« parent 2 ». La question est la suivante. Ne pourrait-on pas protéger les droits des personnes trans sans faire disparaître les droits des femmes? Vous avez 1 minute et on commence avec Mme Giraud. Je pense qu'on peut définitivement protéger le droit des parents trans sans affecter le droit des parents. Comment ça pourrait se faire? Je vais vous dire que probablement qu'on ferait un peu comme si, au niveau de la CAQ, on a vraiment une attitude où est-ce qu'on veut aller chercher des informations de la population. On veut vraiment consulter les gens. Et ce serait probablement en consultation qu'on irait pour répondre à ce type de questions-là. Donc, ce serait vraiment le genre de questions qu'on amènerait à la population et qu'on amènerait dans des groupes de discussion. Merci. Merci. À votre gauche. Oui, donc j'ai l'impression qu'il y a comme un faux débat, en fait. Je crois qu'on est capable de ramasser l'information sur les... pour préparer une analyse différenciée selon les sexes et d'avoir l'information sur les femmes, sur les ménages, et tout en respectant aussi le droit des personnes trans à la parentalité. Merci. Madame Saint-Pierre. Oui, alors c'est un sujet qui est fort important et je pense qu'évidemment, la société a évolué au cours des dernières années par rapport aux droits des personnes et je pense que les droits des personnes trans sont des droits qui sont fondamentaux et on doit respecter aussi ces droits. On a posé des gestes, nous, au gouvernement, comme vous le savez, sur la question des droits des minorités et de la diversité en faveur de la diversité sexuelle. Mais pour ce qui est de la parentalité, c'est une question qui ne se répond pas en 1 minute, mais moi je dis que la priorité doit être mise sur l'intérêt de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui fait, comment décide-t-on de l'intérêt de l'enfant? Et je pense que pour les parents, c'est essentiel. Et la société évolue et c'est un débat qui est très, très, très important. Vous posez une excellente question. Il faudrait évidemment avoir plus de temps pour être capable d'en discuter davantage. Merci. Madame Drouin. Je vais aborder la question de 2 manières. Premièrement, pour l'analyse différenciée selon les sexes, le programme du Parti québécois prévoit effectivement que nous nous attaquerons à la discrimination systématique envers les femmes en appuyant l'analyse différenciée selon les sexes dans tous ces programmes, tous ces politiques, tous ces ministères et toutes ces instances décisionnelles. Et nous croyons qu'une politique ne peut être une bonne politique si elle a des effets nocifs disproportionnés envers nos concitoyens. Par rapport à la deuxième partie de la question sur les personnes trans et les parents 1 et 2, moi, personnellement, en tant que membre de la communauté LGBT, je trouve que la question est mal posée parce que parent 1 et parent 2, ça peut être 2 femmes. Donc, ce n'est pas une question pour la communauté trans, c'est une question pour la communauté LGBT au sens large. Je connais plusieurs couples qui sont formés de 2 femmes ou de 2 lesbiennes qui peuvent être parents 1 et parents 2. Donc, ça n'enlève rien aux couples homosexuels, mais ça permet aux couples LGBT, et en particulier 2 femmes, Merci. 2 parents. Merci. Alors, prenez votre souffle, on passe au 3e thème, qui est la violence contre les femmes.
Alors, le plan d'action en matière de violence conjugale déposé récemment par le gouvernement prévoit l'ajout de substituts de procureur et accorde une attention qui est la bienvenue aux femmes inuites et autochtones victimes de violences conjugales. Cependant, le plan d'action semble ignorer le rôle complémentaire à celui des maisons d'hébergement que jouent les centres de femmes qui sont présents partout sur le territoire. Leur expertise est absente du nouveau plan d'action. La question est la suivante. Ne pensez-vous pas que le plan d'action aurait dû prendre en compte ce rôle que jouent les centres de femmes en matière de violence conjugale? Vous avez 1 minute. Nous débutons à l'autre bout avec Mme Saint-Pierre. Le plan d'action en violence conjugale a été rendu public à la suite d'une large consultation. Vous soulevez un point qui semble, selon votre analyse, absent du plan d'action en violence conjugale, mais je peux dire qu'il y a 19 ministères qui font partie du plan. On parle de 520 millions de dollars. Je pense que c'est un plan qui fait en sorte qu'on protège davantage les femmes ou des victimes de violences conjugales, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, il peut y avoir aussi des cas d'hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais c'est un plan qui intègre aussi tous les ministères, ministère de la Santé, ministère de la Justice, ministère de la Sécurité publique, qui est tellement important. Alors, je suis convaincue que ce plan-là va faire la différence. C'est un plan qui est en place jusqu'en 2023. Mais bien sûr, personne ne prétend à la perfection. Alors, s'il y a des choses qu'on peut ajouter ou qu'on peut modifier, bien sûr, nous serons très ouverts à écouter les commentaires. Merci, Mme Saint-Pierre. Mme Martinova-Croteau. Oui, effectivement, je réponds à la question, oui. C'est dommage que les partenaires, ce qui devait être les partenaires, finalement, qui connaissent la réalité du terrain, n'aient pas été davantage consultés pour ce plan d'action. En 2014, les corps policiers ont enregistré près de 19 000 crimes contre la personne commis dans un contexte conjugal. Bien sûr, il y a parfois des hommes qui sont les victimes, mais on s'entend que la grande majorité, en fait, 78,5% de ces cas, ce sont des femmes qui sont les victimes. Donc, c'est un enjeu qui est certainement important. Puis, en plus de ça, on estime que seulement 22% des victimes de violences conjugales signalent la violence qui s'exerce à leur égard. Alors, oui, il faut inclure les partenaires du milieu. Il faut opter vers une décentralisation aussi de ce genre de choses. Et c'est la position de Québec solidaire. OK. Madame Giraud? Oui, en fait, je pense que le plan aurait définitivement dû prendre en compte les centres de femmes. Et c'est intéressant parce que j'ai visité 2 centres de femmes justement cette semaine. Et les centres de femmes font un travail absolument extraordinaire et sont souvent très sous-financés. Et le sous-financement est souvent dû au fait qu'on ne regarde pas non plus ce que ça coûte par rapport, par exemple, à laisser ces femmes dans les rues, l'emprisonnement, les problèmes de drogue, les problèmes d'alcool. Donc, c'est vraiment des institutions qui sont excessivement importantes et qui sont vraiment sous-financées et qui auraient définitivement dû faire partie de ce plan-là. Merci. Madame Drouin? Le 8 mars dernier, qui est la Journée internationale de la femme, Véronique Yvon a fait l'annonce pour la première fois d'une chambre spécialisée de la Cour du Québec pour les violences conjugales et sexuelles, ce qui ferait un meilleur encadrement des victimes, un personnel plus sensibilisé aux réalités vécues par les victimes et des juges mieux formés et préparés pour répondre à ces cas de violences conjugales et sexuelles. En même temps, nous avons annoncé notre intention de mettre sur pied des unités spécialisées dans tous les corps de police pour recevoir et traiter les plaintes en matière de violences conjugales et sexuelles, dans le plus grand respect des droits et sentiments des victimes. Nous voulons aussi bonifier l'aide aux victimes d'actes criminels, par exemple en cessant de détourner, sous prétexte d'austérité, les sommes du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels. Et nous voulons abolir le délai de prescription imposé au recours civil découlant d'une agression sexuelle. Merci. Alors, maintenant, les questions vont être adressées à chacun des partis politiques que vous représentez. Et on aborde le thème de la laïcité. La laïcité est inhérente et essentielle à la démocratie. Elle n'est pas une politique de gestion de l'immigration, mais un modèle politique de gestion de toute la société.
Elle est absolument nécessaire dans une société diversifiée comme la nôtre. Et cette séparation entre le religieux et l'État est essentielle pour garantir les droits des femmes. Alors, la première question, le premier parti interpellé, par exemple, est Québec solidaire. En avril, Amir Kadir affirmait que Québec solidaire adopterait le consensus de Bouchard-Taylor, soit d'interdire les signes religieux aux agents de l'État en position coercitive, donc on parle de policiers, juges, gardiens de prison. Mais dans le programme actuel de Québec solidaire, il semblerait qu'on ait fait marche arrière et que les signes religieux seraient autorisés à tous les agents de l'État. Est-ce qu'on est confus? Pouvez-vous préciser la position de Québec solidaire là-dessus? Vous avez 1 minute 30. OK. Je suis vraiment déçue d'avoir 1 minute 30 sur cette question-là, alors qu'on avait 1 minute sur la violence faite contre les femmes. Une fois pour toutes, Québec solidaire accepte et prêt à adopter les recommandations du rapport Bouchard-Taylor. C'est clair. Donc, on considère que c'est la position de compromis qui est acceptable, à laquelle on peut arriver socialement. Puis là, ça fait 10 ans que notre position n'a pas changé sur le sujet, soit dit en passant. J'ai hâte qu'on puisse clore cette question et s'adresser à des problèmes comme la crise environnementale qu'on a en ce moment, puis en fait, je suis désolée, ça vient me chercher. Je trouve que ça a vraiment trop traîné. Je suis fatiguée de l'instrumentalisation de certaines personnes qui est faite sur cette question-là. On considère que, pour finir, là, à Québec solidaire, les recommandations du rapport Bouchard-Taylor, que les personnes en position de coercition de l'État québécois ne puissent pas porter de symboles religieux, c'est le compromis qui est acceptable pour la société québécoise. Voilà. Merci. Alors, vous voyez, cette soirée permet de clarifier les positions des différents partis. Il y a une sous-question. Vous demandez, effectivement, Québec solidaire demande le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale. C'est clair que vous préconisez la laïcité à l'Assemblée nationale. Cependant, comment est-ce que vous conciliez cela avec le fait d'avoir choisi de présenter une candidate qui porte le voile? Donc, vous avez 1 minute pour répondre à cette partie-là. La laïcité des institutions, des espaces publics qui ne sont pas des personnes, c'est une chose. Le fait que Mme Thorez, qui est une excellente candidate, qui milite dans des groupes pour les femmes, se présente, puis offre la possibilité aux gens de voter pour elle s'ils jugent qu'elle représente bien leurs valeurs, je crois que c'en est une autre. La laïcité, c'est pour l'État, c'est pour les institutions, ce n'est pas les individus qui ont la responsabilité de démontrer sur toute la ligne la neutralité sur le plan des croyances. Nous, on considère effectivement que le processus de laïcisation des institutions du Québec n'est pas terminé. On souhaite que le crucifix à l'Assemblée nationale soit retiré. On souhaite également qu'il n'y ait plus de temps de prière avant les conseils municipaux et à l'Assemblée nationale. On considère que ça n'a pas sa place. C'est ça une véritable laïcité d'État, en fait. Et donc, j'ai énormément de respect pour la candidate Mme Thorez. J'espère que vous allez entendre ce qu'elle a à dire et ne pas s'arrêter à son apparence. Merci. Merci. Toujours sur le thème de la laïcité, maintenant on s'adresse à la représentante du Parti québécois. Alors, comment le Parti québécois compte-t-il répondre aux demandes des lobbying religieux? Par exemple, récemment, les représentants sikhs qui réclament la possibilité de porter le turban sikh dans la police et à l'Assemblée nationale. Vous avez 1 minute et il y a une sous-question aussi pour vous. Allez-y. C'est la première question. Celle-là, vous avez 1 minute. OK. Le Parti québécois, on veut inscrire dans la loi des éléments qui font consensus en matière de laïcité. Donc, on veut baliser dans la Charte des droits et libertés de la personne les paramètres encadrant des accommodements religieux et exclure des accommodements incompatibles avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour la question des Sikhs, plus particulièrement, il y avait dernièrement une question sur ça à l'Assemblée nationale
de pouvoir rentrer à l'Assemblée nationale avec le petit couteau dont j'oublie Ouais. le nom. Et il y avait une unanimité de tous les députés sur cette question, sauf les 3 députés de Québec solidaire. Donc, vous pouvez comprendre que le Parti québécois était pour exclure le petit couteau à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est aussi dans les avions, en fait. C'était une motion sur les avions. Donc, voilà. Oui, parenthèse, les avions, M. Trudeau au fédéral a dit d'autres choses, en tout cas. Bon, C'était l'Assemblée nationale qui D'accord. portait ça contre le pas d'autres gouvernement commentaires fédéral. de l'animatrice, désolée. Alors, merci, Madame Drouin. Alors, toujours sur le thème de la laïcité, on s'adresse à la candidate de la Coalition Avenir Québec. Alors, s'il y a un endroit... Oh, c'est vrai, vous aviez une sous-question. Excusez. J'étais prise par l'histoire de l'avion. Alors, comment concrètement votre parti, le Parti québécois, va-t-il travailler à la laïcité de l'État? Vous avez 1 minute 30. OK. Donc, comme j'ai déjà dit, on va mettre ça dans la Charte des droits et libertés de manière très, très claire. On a aussi dit qu'on va obliger tous les fonctionnaires, employés, agents à avoir le visage découvert dans le cadre de leur fonction. On va obliger tous les citoyens à recevoir les services de l'État à visage découvert, sauf s'il y a un motif de santé et de sécurité, bien sûr. On va interdire aux personnes qui ont un pouvoir de contrainte, donc les juges, procureurs, gardiens de prison et policiers, d'afficher leur conviction. Et en matière d'éducation, avec les éducateurs en garderie et les CPE et les enseignements au niveau préscolaire, primaire et secondaire, on va leur empêcher d'afficher leur conviction, y compris religieuse, sauf dans le cas d'un droit acquis pour ceux qui sont déjà en fonction. Merci infiniment. Alors, je reviens à vous, Madame Giraud, pour la CAQ. Toujours sur laïcité. S'il y a un endroit où la laïcité devrait être appliquée, c'est bien dans l'éducation. C'est un devoir à l'égard des enfants qui doivent évoluer dans un milieu exempt de tout prosélytisme religieux et indispensable au lien de confiance entre les parents et l'école. Les crucifix ont été retirés des murs des écoles au moment où le Québec s'ouvrait à la modernité. Cela a été fait dans un but d'ouverture à la diversité des croyants et des non-croyants. Or, les signes religieux sont de retour en force dans les écoles par l'intermédiaire des enseignantes, mais surtout des éducatrices en service de garde. Première question. Votre programme prévoit d'imposer la neutralité aux enseignants et enseignantes. Pourquoi n'incluez-vous pas les éducateurs et éducatrices en service de garde? Vous avez 1 minute 30. Alors, effectivement, le programme prévoit de retirer tous les signes religieux et d'interdire les signes religieux pour tous les enseignants. On n'inclut pas les services de garde parce que les services de garde sont très souvent des services qui sont au privé. Donc, on ne veut pas s'incorporer dans le réseau du privé. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui peut toujours être adaptable, je dirais. Mais pour l'instant, notre position, c'est vraiment de l'empêcher pour tous les enseignants. Donc, primaire, secondaire et tout. Merci. Alors, je vais à la sous-question. En excluant de retirer le crucifix de l'Assemblée nationale, ne craignez-vous pas de subir les mêmes critiques virulentes que celles contre la Charte des valeurs, soit qu'il s'agisse d'une catholicité, une laïcité qui ne vise que les non-catholiques? Vous avez 1 minute. Le crucifix de l'Assemblée nationale est vu par nous comme étant plus pas nécessairement un signe religieux, mais beaucoup davantage un patrimoine, exactement. Un outil, un élément du patrimoine. Donc, si effectivement il est vu comme quelque chose qu'on devrait retirer et qu'on a vraiment des demandes à ce point-là, on le retirera. Mais pour l'instant, ce n'est pas vu tel quel. C'est vraiment vu comme un outil de patrimoine, un peu comme on regarderait un signe, une statue ou quelque chose de ce style-là. Donc, merci. La prochaine question est pour vous, Madame Saint-Pierre, toujours sur laïcité, qui est regroupée et vous aurez 2 minutes 30 pour y répondre, donc le même temps que les autres. Pourquoi le Parti libéral refuse-t-il le concept de laïcité et a préféré faire une loi sur la neutralité, une idée beaucoup plus floue et moins précise pour parler de la séparation des religions et de l'État? Vous avez 2 minutes 30. Tout d'abord, je pense que le débat sur la laïcité a été fait lors de la dernière élection en 2014. Les Québécois ont rejeté massivement la proposition du Parti québécois sur cette question-là. Nous avons décidé, nous, comme gouvernement, de parler de neutralité de l'État. Nous avons
évidemment, légiférer sur cette question-là. Et je pense que c'était la voie à prendre et c'est la voie que nous avons prise. Nous avons au Québec une société qui est ouverte aux autres, une société qui est inclusive et nous ne voulons pas, nous, exclure des gens. Lorsqu'on parle dans le domaine de l'éducation, par exemple, et que l'on vise la question des signes religieux, dans le domaine de l'éducation primaire et aussi secondaire, ce sont surtout des femmes qui travaillent dans ce milieu-là. Alors, quelle est la proposition des partis qui veulent interdire les signes religieux? C'est-à-dire de dire à ces femmes-là, restez à la maison, vous n'avez pas à faire, vous n'avez pas à venir enseigner à nos enfants. Nous, ce que l'on dit, c'est, évidemment, il y a le respect des chartes, charte canadienne, charte québécoise des droits et libertés, mais aussi, on dit, pas de prosélytisme, c'est-à-dire la neutralité de l'État, c'est ça, c'est-à-dire on ne fait pas intervenir notre décision en fonction de notre religion, mais on intervient en neutralité, dans la neutralité de l'État. Et je pense que c'est une position sage que le gouvernement du Québec a prise. C'est une position qui va faire en sorte que nous sommes plus inclusifs. Nous respectons aussi les chartes des droits et libertés, la charte canadienne, la charte québécoise des droits et libertés. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Nous sommes une société ouverte aux autres. Nous sommes une société accueillante. Nous n'avons pas la proposition d'exclure, de faire des tests de valeur, de retourner des gens chez eux, comme certaines formations politiques ont l'intention de le faire. Et moi, je pense que nous avons une position qui rallie surtout la jeunesse. Moi, je rencontre des jeunes dans ma circonscription. J'ai 3 cégeps, Saint-Laurent, Vanier, Bois-de-Boulogne. Et les jeunes ne sont pas sur cette page-là, je peux vous le garantir. Merci, Mme Saint-Pierre. Alors, autre question pour tous les partis. On va commencer avec Mme Martinova-Croteau. La SAAQ a reçu l'accord de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour faire de la ségrégation sur la base du sexe. La question qui s'adresse à tous les partis, votre parti mettra-t-il fin à cette pratique sexiste? Vous avez 1 minute. Madame Martinova-Croteau, on commence avec vous. Excusez-moi, faudrait qu'on m'allume sur de quelle disposition il s'agit exactement parce que c'était pas du tout dans... Alors, la commission je vais essayer de résumer grossièrement, alors je m'excuse au départ auprès de tous et surtout de la commission, c'est qu'on permet une femme arrive et de dire non, moi je veux pas passer l'examen avec un homme, je veux que ce soit une femme qui me fasse passer l'examen. Donc c'est l'exemple que je peux vous donner pour vous replacer dans le contexte. C'est clair que la personne peut avoir un autre rendez-vous et avoir une femme. Il y avait eu des demandes où le mari souhaitait être dans la voiture, non, question de sécurité, ce n'est pas accepté, mais la personne peut demander à ce que l'examen soit fait par une femme parce qu'elle est une femme. J'ai résumé grossièrement, je vous le dis. Ah, les hommes qui demandent à passer avec des hommes aussi. Voilà. Surtout. Oui. Bien, je vais parler ici à titre personnel. Je suis pas... Alors, je vais peut-être... merci, Diane, de me donner... C'est que c'est surtout des hommes qui, au nom de leur religion, refusent de passer l'examen avec une femme. Comme je dis, je vais parler à titre personnel parce que c'est pas quelque chose que je connais. Cependant, il me semble que ça c'est pas censé. Puis que c'est peut-être ce serait l'endroit où je tracerais peut-être une ligne. Je rappelle que, parce qu'on a dû donner beaucoup d'explications, puis c'est correct, c'est que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a donné son accord, donc pour qu'un homme puisse exiger de passer, par exemple, l'examen de son permis de conduire avec un homme et refuser de le faire avec une femme qui serait l'examinatrice. Ça va? Oui. Alors, je passe... Oui? Je vais quand même mentionner... Je vais vous donner 30 secondes pour continuer parce okay. qu'on... Ça va... Je vais quand même mentionner là, que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a reçu en 2017-2018 un grand total de 23 plaintes qui ont trait à des accommodements liés aux religions, liés aux croyances religieuses. Et
Donc, 23 en 2017 et 2018. Pendant ce temps, bon, je mentionnais tout à l'heure que il me semble qu'on accorde une certaine disproportion à ces mesures, à ce point-là sur l'égalité homme-femme et les causes féministes. Quand on regarde en comparaison, il y a eu 14 quelques secondes pour 700 terminer. crimes effectués contre des femmes dans les violences conjugales. Merci Donc, beaucoup. je trouve que le temps réparti est assez étrange. Merci. Madame Saint-Pierre? Bien, je pense que si la Commission des droits de la personne a rendu une telle décision, c'est qu'elle l'a fait sur la base du cas qu'elle avait devant elle et qu'elle en a conclu que c'était possible. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est si vous vous présentez, par exemple, à la Société d'assurance automobile et que vous n'êtes pas satisfait de la personne qui est au guichet, bien, vous allez retourner vous asseoir et attendre qu'un autre numéro sorte, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas peut-être la personne que vous voulez devant vous. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus prendre un cas et continuer à faire des exemples, en faire des exemples qui sont généralisés. La Commission a rendu cette décision-là sur la base d'un cas et on pourra voir dans l'avenir. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de compromis sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes ont leur pleine place dans la société, ce dont nous avons toujours fait la promotion. Madame Giroux? En fait, je suis un peu surprise de cette décision-là. Je ne veux pas non plus généraliser sur un cas, mais je trouve un peu aberrant. Et je trouve que ça va complètement contre les valeurs qu'on a ici dans la société québécoise, d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, je trouve ça un peu difficile à accepter. Merci. Madame Drouin, merci. Moi aussi, je suis surprise de prendre cette nouvelle et je trouve ça complètement aberrant. Je vais retirer que nous, on va exclure les accommodements incompatibles avec l'égalité entre les hommes et les femmes, faire figurer le principe de la laïcité de l'État dans la Charte des droits et libertés, élaborer pour les institutions publiques et parapubliques des balises claires pour répondre aux demandes d'accommodement, promouvoir le devoir de réserve des employés de l'État pendant les heures de travail, donc les employés de l'État, ce serait la SAQ, entre autres, et on ne permettrait aucun accommodement contraire à l'égalité femmes-hommes. Moi, personnellement, en tant que juriste, je trouve ça étonnant, mais à ce que je comprends de manière personnelle, et je ne parle pas au nom du parti, la Commission des droits de la personne, c'est un tribunal administratif. Donc, à ce que je sache, ça n'a pas force de jurisprudence. J'espère que ça n'a pas force de jurisprudence. Alors, je me permets une parenthèse qui n'est pas de PDF, mais effectivement, c'est possible que vous n'ayez pas entendu parler de cette décision-là. Et voici ce qui arrive, que ce sont les tribunaux qui prennent des décisions pour l'ensemble de la société. Alors, nous sommes maintenant au cours éthique et culture religieuse. Alors, on s'adresse à tout le monde et je vais commencer de l'autre bout avec Mme Saint-Pierre. Alors, on sait que le cours d'éthique et culture religieuse, c'est un cours obligatoire suivi par tous les enfants du Québec de la première année à la 5e secondaire. Depuis sa création en 2018, le volet culture religieuse de ce cours est fortement contesté par différents groupes de parents et notamment par des parents membres de PDF Québec. Une analyse du programme et des manuels scolaires du cours révèle que les enfants sont mis constamment dans la position de s'identifier à une religion. Il en résulte que les croyants sont stigmatisés et que les non-croyants sont discriminés par cette approche. De plus, le Conseil du statut de la femme a émis plusieurs avis défavorables sur ce cours. Le dernier, en date, c'est novembre 2017, est arrivé à la conclusion que le cours va à l'encontre du droit des femmes en véhiculant le sexisme des religions. Alors, vous aurez 2 minutes pour répondre à cette question. Je vais commencer, comme je l'ai dit, avec Mme Saint-Pierre. Quelles sont vos intentions par rapport au cours éthique et culture religieuse et avec des dates ou des intentions ou un échéancier, s'il vous plaît? Merci. C'est clair que c'est un cours qui a 10 ans. Alors, bien sûr, il faut faire aussi confiance aux enseignants et aux enseignantes, mais mon collègue, M. Sébastien Proulx, a été très sensible aux commentaires qui lui ont été présentés et il a demandé est-ce qu'on revise le cours, c'est-à-dire qu'on regarde les contenus, est-ce que nous sommes à la bonne place, est-ce que nous évitons les stéréotypes, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Alors moi, ce que je peux vous dire, ce que je peux donner la garantie, c'est qu'il y a un exercice qui se fait présentement au ministère de l'Éducation avec
Québec sur la question de ce cours. Je pense qu'en même temps, on peut faire confiance aux enseignants, mais aussi se dire que ce cours, il fait en sorte, le but, l'objectif, c'est de connaître les autres cultures, de connaître les gens qui nous entourent. Donc maintenant, est-ce qu'il est perfectible? Très certainement. Et comme je vous disais, mon collègue, le ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx, a demandé à ce qu'on lui fasse une analyse après 10 ans, quelles sont les choses qu'on peut améliorer et quelles sont les choses aussi qui irritent. Et il a été très, très sensible aux commentaires qui lui ont été faits. Merci. Madame Martinova-Croteau? Oui, j'ai pas de position spécifique par rapport au contenu du cours ECR en particulier. Ceci dit, les rapports égalitaires hommes-femmes tiennent, dans un gouvernement de Québec solidaire, tiendrait une place centrale dans le programme d'éducation et tout professeur qui ne se conformerait pas à ces exigences ou toute matière qui ne se conformerait pas à ces exigences aurait besoin d'être changée. Ça, c'est clair. Québec, en outre, on veut ajouter aussi pour le personnel scolaire une formation sur l'égalité homme-femme, sur les divers rapports sociaux, la construction de l'identité, les pratiques éducatives qui favorisent encore une fois un rapport égal avec les garçons et les filles dans une classe. Et donc voilà, l'égalité homme-femme est fondamentale dans le cursus scolaire et s'il y a quelque chose, s'il y a un problème par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on y revoie. Merci. Madame Giroux? En fait, le cours d'éducation et de culture religieuse date maintenant de 10 ans. Il y a eu plusieurs critiques sur ce cours-là au cours des dernières années. Et la première base qu'on va regarder quand on va faire la réforme, parce qu'on est en train de faire une réforme profonde de ce cours-là, et la première base va être au niveau de la laïcité. Ce cours-là, c'est un cours qui se veut, oui, d'ouvrir et de faire comprendre les différentes religions, oui, mais dans un cadre de laïcité. Et c'est excessivement important dans un cadre de laïcité, entre autres, qu'on valorise les valeurs de la société québécoise et particulièrement la valeur homme-femme, l'égalité entre hommes-femmes. Et ça évite et ça enlève tous les stéréotypes. La deuxième chose, c'est que ce cours-là aussi a été imposé à beaucoup de professeurs qui n'avaient ni le goût, ni l'intérêt, ni les compétences pour le donner. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être révisé, d'avoir des gens qui ont les compétences pour donner ce cours-là, qui ont le goût de donner ces cours-là et qui vont donner un cours qui va s'asseoir sur la laïcité. Merci. Merci. Madame Drouin? Le Parti québécois a une position très claire. Sous notre gouvernement, il n'y aura plus de cours d'éthique et culture religieuse parce que nous voulons le remplacer par un cours d'éthique et citoyenneté. Qui comprend, et ce cours-là aura un volet important sur la promotion et le respect de la laïcité. Nous trouvons que c'est inacceptable de ne pas aborder ni questionner la misogynie des grandes religions. Il y a une normalisation du voile dans le cours actuellement, comme si c'est impossible d'être une femme musulmane sans porter un voile. En termes de l'école au niveau général, comme j'ai dit tantôt, les nouveaux enseignants ne pourront pas porter de signes religieux en raison de leur position d'autorité et afin de préserver la liberté de conscience des élèves. Et en plus si je peux faire un petit par rapport à ça, nous pensons aussi qu'il est temps que l'éducation sexuelle ait une importance comparable à la religion. Merci. Alors, nous passons à un autre thème, c'est toujours un peu en lien, promotion des droits des femmes auprès des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants. Les partis semblent d'accord pour prôner l'interculturalisme comme philosophie d'intégration des nouveaux arrivants. L'interculturalisme suppose que toutes les citoyennes et les citoyens du Québec respectent 3 éléments de notre socle commun. La primauté du français, langue commune, la séparation entre l'État et les religions, l'égalité entre les femmes et les hommes. Encore faut-il qu'elles connaissent bien ces exigences et ces droits. Alors la question s'adresse à tous les partis et on va, au lieu de faire un bout à l'autre, on va commencer dans le milieu avec Mme Giraud. La première question là-dessus est la suivante. Comment allez-vous faire la promotion des droits des femmes auprès des nouveaux et des nouvelles arrivantes? Vous avez 2 minutes. Mme Giraud. Merci. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'immigration, on a un programme complet au niveau de la Colonie Avenir Québec où, pour les nouveaux immigrants,
pour les aider pour les accueillir convenablement. On veut les accueillir, on veut leur donner la possibilité de bien s'intégrer, de bien trouver un travail, de trouver un emploi, de trouver une école pour leurs enfants. Et on va aussi imposer un examen sur les valeurs québécoises. Et ça, c'est dit et c'est redit, c'est dans le programme. Et dans cet examen de valeurs, on va s'assurer que non seulement les gens connaissent les valeurs, mais ils sachent qu'est-ce que ça représente. Et dans ces valeurs, il y a la laïcité, il y a l'égalité homme-femme, et évidemment, on va leur demander aussi de parler de français. Donc, pour nous, c'est évident que tout ça, ça rentre dans l'intégration des nouveaux arrivants, des immigrants, et c'est quelque chose avec lequel on va les supporter, on va les aider, mais ils vont devoir passer ce test, ce petit examen sur les valeurs québécoises. Alors, la deuxième partie de la question, toujours Mme Giraud. On se rappelle que les sœurs Shafia n'ont pas reçu l'aide des services sociaux, notamment parce que selon un certain discours, il fallait respecter leur culture. Est-ce que, selon vous, les institutions scolaires, les services sociaux, ont une obligation de protéger les enfants, surtout les petites filles, qui sont confrontées à des pratiques culturelles ou religieuses inacceptables ici au Québec, mais considérées comme normales dans les pays d'origine, par exemple, les mariages forcés ou l'excision? Alors, vous avez 1 minute. Ça va être plus court qu'une minute. Définitivement, oui. On parle de laïcité. La laïcité, ça inclut justement ça. Et définitivement que ces jeunes filles-là auraient dû recevoir le service et la protection. Et nos institutions devraient protéger tous les enfants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, et surtout dans ces cas-là où est-ce que les parents essayent d'imposer des croyances à ces enfants-là. Merci. Alors, je repars à l'autre bout avec Mme Saint-Pierre. Alors, je reprends la première partie de la question, Mme Saint-Pierre. Comment allez-vous faire la promotion des droits des femmes auprès des nouveaux et des nouvelles arrivantes? Vous avez 2 minutes. Bien, c'est commencé évidemment depuis plusieurs années. Lorsque j'étais ministre de la Condition féminine, nous avons publié une brochure qui est encore à jour sur justement les droits des femmes que nous avons distribués abondamment dans les différents centres qui accueillent ou qui aident à l'intégration des immigrants. C'est important que les personnes qui viennent ici connaissent évidemment nos lois, connaissent le fait que la Charte des droits et libertés de la personne inclut dans son texte, dans sa présentation, dans son introduction, la notion d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un projet de loi que j'avais déposé lorsque j'étais ministre de la Condition féminine pour envoyer un message clair et un message puissant aux gens qui décident de venir vivre au Québec, de vouloir faire leur vie et d'élever leurs enfants ici. Sur la question, vous avez mentionné la question de l'histoire triste et épouvantable de l'affaire Shafia. Je peux vous dire qu'à l'époque, je pense que la DPJ et les services d'aide aux enfants, aux élèves, ont fait un important examen à la suite de ce qui s'était passé dans cette affaire-là pour bien sûr que ça ne se reproduise plus. Nous avons à cœur, bien sûr, l'intégration des immigrants et des immigrantes et nous avons aussi à cœur le fait qu'elles puissent rapidement intégrer le marché du travail, qu'elles puissent avoir leur autonomie financière parce que je pense que la chose la plus importante pour les immigrants qui viennent ici, c'est d'avoir leur autonomie financière et particulièrement les femmes. Nous ne voulons pas que les femmes soient confinées à la maison et qu'elles n'aient pas la possibilité de travailler. Donc, travaillons très, très étroitement avec les groupes. Je reviens à ma circonscription, Concertation Femmes. Vous devriez voir le travail qui se fait dans cet organisme-là en termes de francisation, en termes d'intégration, en termes d'aide aussi sur les différents dossiers, en termes de violence conjugale, agression sexuelle. Il y a un travail énorme qui se fait. Nous travaillons en étroite collaboration. Merci. J'ai laissé aller parce qu'elle répondait à la deuxième partie de la question. Merci. Madame Martinova-Croteau.
Oui, donc sur ce thème, on a beaucoup de contenu. En fait, l'objectif, c'est de s'assurer que les femmes immigrantes et leurs enfants puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux en arrivant au Québec et les protéger de la discrimination au travail et de la violence et de l'exploitation. Puis on a pour ça plusieurs mesures qui... puis une des choses qui englobe tout ça, je dirais, encore une fois, c'est de les reconnaître et les personnes immigrantes, les femmes immigrantes plus particulièrement, en tant qu'actrices principales des changements politiques et législatifs qui les concernent. Donc, les consulter à la base. Des choses qu'on voudrait mettre en place. S'assurer que les femmes immigrantes reçoivent dès leur arrivée, autant que possible dans leur langue maternelle, autant que possible, toutes les informations relatives à leurs droits humains, les mécanismes et les ressources vouées à la protection contre la violence à l'égard des femmes, les lois québécoises dont la loi 101 et le droit du travail. On veut financer des programmes de reconnaissance et de valorisation des compétences et de l'expérience de travail acquises par les femmes immigrantes pour qu'on puisse les insérer plus facilement dans un milieu professionnel, notamment par l'accès à des stages rémunérés du mentorat, prévoir des mécanismes facilitant l'accès aux études ou à la formation. Ça, c'est spécifiquement pour les femmes immigrantes là, dont on parle encore. Réinvestir dans les cours de francisation. Hein, on sait qu'il y a eu d'énormes coupures, que le rapport de la vérificatrice générale est désastreux à cet égard, encore une fois. On veut instaurer s'assurer que les programmes de francisation intègrent un volet d'information et de sensibilisation sur la culture, les valeurs, l'histoire des luttes des femmes québécoises pour faciliter l'intégration et l'adaptation des femmes immigrantes. Instaurer des programmes de sensibilisation et de formation aussi destinés aux entreprises, notamment aux gestionnaires. Là, vous grugez dans votre temps. Je veux juste que vous ayez le temps de répondre à l'obligation de protéger les enfants. Bien oui, évidemment. Okay. Voilà. D'accord. Elle est restée du temps? Il reste du temps. Je vais continuer. Donc, je trouvais que c'était pas tellement une question piège. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment une réflexion qu'on a eue en profondeur à Québec solidaire, cette question-là. Puis je pense que ce sont des choses qui font assez consensus. Maintenant, il faut délier les cordons de la bourse. Donc, dans les services sociaux et éducatifs, instaurer des programmes à l'intention des personnes immigrantes qui tient compte des différences culturelles, intégrer dans les politiques de lutte contre la violence à l'égard des femmes des mesures spéciales concernant les femmes immigrantes et en particulier les femmes en situation de vulnérabilité. Il y a beaucoup de femmes qui sont isolées justement parce qu'elles peuvent subir de la discrimination à l'emploi et c'est difficile parfois l'insertion sur le marché du travail. Merci. Alors, Madame Drouin, vous pouvez choisir de répondre globalement. Alors, je rappelle, c'est comment vous allez faire la promotion des droits des femmes auprès des nouveaux et nouvelles arrivantes. Et ensuite, on parle des institutions et l'obligation de protéger les enfants, surtout les petites filles. Okay. Donc, le nouveau politique sur l'intégration des immigrants du Parti québécois prévoit que tous les nouveaux arrivants devront obligatoirement suivre des cours de familiarisation avec le Québec. Les cours permettront aux nouveaux Québécois de mieux apprivoiser les droits et les devoirs, le fonctionnement des services, de la justice et de la démocratie québécoise, ainsi que d'acquérir des rudiments d'histoire et de culture québécoise. Et ces cours favoriseront donc la transmission de l'égalité entre les femmes et les hommes comme valeur fondamentale. Comme vous savez, nous avons le concept de concordance culturelle qui comprend la langue, la culture et l'histoire et les valeurs communes comme l'égalité femmes-hommes, la laïcité et la mixité. Nous voulons que l'immigration se fasse dans les régions. On a une cible de 25% des migrants qui s'installent en région, ce qui va évidemment aider aussi avec l'intégration. En tant que francisation, on veut que les immigrants apprennent le français avant d'arriver au Québec, contrairement à CAQ qui veut les mettre à la porte après 3 ans s'ils n'apprennent pas le français. Et justement, à ce niveau-là, le MIDI, le ministère de l'Immigration, a des cours partout dans le monde où le français est enseigné justement par des enseignants québécois. Donc, en apprenant le français avant d'arriver au Québec, dans les programmes du Midi, ça donne aux nouveaux arrivants la possibilité d'apprendre la culture et l'histoire et les valeurs avant d'arriver en même temps qu'ils apprennent le français. Au niveau de la question de la famille Shariva, ben évidemment, ça c'est une question de droit criminel. Et comme j'ai dit tantôt, nous avons la proposition de renforcer avec une nouvelle chambre spécialisée de la Cour du Québec pour traiter des questions de violence et d'agression sexuelle.
Et on veut mieux investir dans le système de justice où il y a actuellement c'est vraiment bloqué. Et en plus, nous avons une loi bouclier pour le budget de l'éducation. Et à l'intérieur de ça, ça comprend bien sûr la protection de la jeunesse. Donc, en mettant en place notre loi bouclier pour empêcher que d'autres gouvernements n'investissent pas assez d'argent en éducation, puisque les coûts augmentent toujours, un peu comme en santé, ça va évidemment affecter aussi, avoir un impact sur le budget pour la protection de la jeunesse. Et donc, ça va aider dans les cas comme ça où c'est le DPG qui doivent intervenir avant qu'on soit devant un cas criminel comme on était avec la famille Chafivia. Merci. Service de garde, alors vous serez interpellé pour répondre selon le point de vue de votre parti. Alors, le Québec s'est doté d'un réseau de services de garde qui fait l'envie de nombreuses provinces et autres pays. Pourtant, ces dernières années, on a vu que le gouvernement avait fait des choix qui compromettaient le futur des CPE. D'abord avec une tarification basée sur le revenu familial, donc une taxe accrue pour les familles, et d'autre part en soutenant indifféremment les garderies commerciales à but lucratif, bien que plusieurs études aient démontré que les CPE étaient, et de loin, de meilleure qualité pour les enfants que les garderies commerciales. Alors, je commence avec la représentante du Parti libéral, Mme Saint-Pierre. Vous aurez 2 minutes pour répondre à la question suivante. Allez-vous revoir votre appui au développement des garderies commerciales, bien qu'elles soient de moins bonne qualité pour nos enfants? Et allez-vous revenir à la tarification unique? Vous avez 2 minutes. Je pense que vous avez entendu les engagements du premier ministre sur cette question-là. Les services de garde pour les enfants de 4 ans seront gratuits à partir du début du prochain mandat. Ça va toucher 68 000 enfants. Donc, les enfants 4 ans, services de garde gratuits. Pour ce qui est de la modulation, je vous rappelle que cette modulation-là s'est faite en fonction du revenu familial, mais 60 % des familles ont payé ou paient moins de 9 $ par jour. Alors, il y a des familles qui gagnent plus cher, on a modulé ces tarifs-là. Nous avons aussi l'intention de créer 2000 places dans des services de garde pour permettre la conciliation travail-famille-études. On parle en milieu de travail, on parle de cégep, université, permettre d'avoir évidemment de services de garde de proximité. Je pense que ça, c'est un engagement qui est très important, qui est très ferme. Nous y croyons énormément. Nous voulons que les enfants aient accès le plus possible aux services de garde au Québec et nous avons la ferme intention de continuer de travailler en faveur de ces services parce que les services de garde font en sorte que l'enfant peut socialiser davantage plus rapidement. Et le fait que nous avons pris cet engagement de la gratuité pour le service de garde 4 ans, bien, comme je le disais et je le répète, ça va toucher 68 000 enfants. Alors, je pense que c'est une mesure qui est très importante qui a été annoncée par notre premier ministre. Merci, Mme Saint-Pierre. Alors maintenant, la question est pour la représentante du Parti québécois. Comment allez-vous concrètement donner la priorité aux enfants de milieux défavorisés dans l'attribution des nouvelles places en CPE, et ce, tant que le réseau ne sera pas complété, comme vous l'annoncez dans votre programme? Vous avez 2 minutes. Donc, nous, au Parti québécois, comme vous savez, on a créé le réseau des CPE. On est 100% derrière le réseau des CPE. Donc, pour répondre concrètement à la question, on va accorder toutes les futures places en garderie au CPE. Donc, ça ferait en sorte que les enfants vont aller en CPE au lieu d'en garderie privée. Nous avons déjà pris l'engagement d'abolir la taxe famille et de faire un retour à un tarif unique de 8 $ pour le premier enfant, 4 pour le deuxième et gratuit pour le troisième ou les enfants suivants. Nous allons aussi alléger les tarifs pour les familles éligibles au crédit d'impôt pour solidarité, ce qui ferait que plus de 85 000 enfants seront visés par cette mesure qui va aller jusqu'à 62 000 par ménage. Et offrir l'accès sans frais aux familles dont le revenu est inférieur à 34 000. Donc, ce serait justement les familles défavorisées.
Comme j'ai dit tantôt, avec notre projet de loi bouclier pour protéger le budget de l'éducation, ça comprend aussi l'enfance et la protection de la jeunesse. Donc, ça comprend une protection, un projet de loi bouclier pour le budget des CPE aussi. Merci infiniment. La représentante de la CAQ, la question est la suivante. Maintenant qu'on sait que les garderies commerciales sont de moins bonne qualité, allez-vous maintenir votre position sur le développement de ces commerces au détriment des CPE? 2 minutes. En fait, la position de la CAQ, c'est d'établir des maternelles à 4 ans. Donc, promesse libérale était un copier-coller, dans le fond, de notre engagement, d'établir des maternelles 4 ans gratuites dans le système scolaire. La position à ce moment-là, c'est évidemment le système scolaire, plus on rentre les enfants rapidement dans le système scolaire avec des éducateurs spécialisés, avec plus de spécialistes qu'on veut ramener dans les écoles, on aide l'enfant à se développer davantage. On aide aussi les éducateurs et les professeurs à identifier les problématiques qu'il pourrait y avoir avec les enfants. On sait très bien que les enfants qui ont des problèmes ou des problèmes d'apprentissage, plus c'est pris tôt, à ce moment-là, plus on a des chances de rétablir cet enfant-là dans un système normal d'éducation. Donc, la maternelle 4 ans, gratuite, va être vraiment établie pour tous les enfants. Et à partir de cette maternelle 4 ans-là, ce que ça va faire, c'est que ça va dégager aussi des places en CPE. Donc, on va aussi revenir avec le tarif unique à 8 $ par enfant. Et ces places en CPE vont pouvoir être utilisées pour des enfants soit pour des parents qui ne veulent pas que les enfants aillent à la maternelle en milieu scolaire, ou des enfants de moins de 3 ans. Donc, à ce moment-là, ça ne va pas nécessairement supporter les maternelles, les centres privés. Ça va vraiment aider à établir plus de places dans les CPE et engager aussi les écoles avec les maternelles 4 ans. Merci. La question pour Québec solidaire est la suivante. Comment allez-vous procéder pour favoriser l'inclusion des enfants défavorisés dans les CPE et quel est le délai pour avoir des services de garde universels? Vous avez 2 minutes. Donc, nous, à Québec solidaire, premièrement, on souhaite qu'il y ait un réseau de CPE universel et gratuit à travers le Québec. On n'est pas très modulation des tarifs. On considère que ça passe par les paliers d'imposition. Nous, on propose d'ailleurs, je le dis au passage, on propose de changer la table d'imposition pour passer à 10 paliers plutôt que 4 comme actuellement, ce qui pourrait ramener plus de 2 milliards dans les coffres de l'État et faire payer moins d'impôts à tous les gens qui font en dessous de 85 000 $ par année. Donc, je pense que c'est une proposition qui est extrêmement sensée et ça m'amène à parler donc du réseau de CPE. Ce n'est pas une mesure qui est irréaliste du tout. Puis ce qu'on souhaite donc, c'est que tous les enfants de moins de 5 ans puissent avoir accès à une place en CPE, dont on sait que les services sont d'excellente qualité, et de donner les budgets nécessaires afin de tenir compte des réalités diverses, qui répond à la question sur les réalités, dans le fond, comment on compte intégrer les enfants qui vivent toutes sortes de réalités à travers le Québec. Bon, évidemment, on souhaite évaluer les besoins de garde par région, s'assurer que les besoins sur le terrain soient réellement comblés. Et voilà, je l'ai mentionné, c'était pour tous les enfants de moins de 5 ans. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui suit et c'est complètement autre chose. On parle de prostitution. Alors, c'est clair que tout le monde s'oppose à l'exploitation sexuelle des mineurs. À 17 ans, la question est la suivante. À 17 ans, c'est de l'exploitation, mais selon vous, le matin, c'est 18 ans. La jeune fille fait-elle vraiment un choix libre de rester dans la prostitution? Et quelles ressources votre parti, s'il est élu, mettra-t-il à la disposition des groupes qui travaillent à faire sortir les filles et les femmes de la prostitution? Vous avez 1 minute 30. Et là, j'ai envie de vous tester. Qui veut commencer? Go. Allez-y. Donc, nous, au Parti québécois, nous considérons qu'on doit continuer à soutenir les organismes communautaires qui interviennent dans le milieu de la prostitution. J'ai déjà mentionné le financement de 200 millions par année qui sera à la mission. Donc, évidemment, une partie de ça va aller aux organismes communautaires qui travaillent en milieu de la prostitution.
Nous voulons également soutenir les mesures de prévention et de sensibilisation dans les écoles afin de lutter contre les agressions à caractère sexuel. Et nous poursuivons les efforts financiers qui ont été déployés pour les maisons de première et de deuxième étape pour les femmes victimes de violences conjugales, de prostitution ou de proxénétisme. Bravo. Bravo. J'ai sorti le mot. Je vais arrêter là. Non, non, parce qu'il y a des mots en anglais, j'aurais pas été capable. Bravo. Ouais. Allez-y. En anglais, c'est facile, c'est pimp. Non, non, mais Que proxénétisme. d'autres mots que celui-là. Bon. Alors, je vous laisse continuer. Ça va? Oui. Merci. Madame Giraud, vous continuez? Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, puis ma collègue Lise Lavallée a fait un très, très beau plan là-dessus. Donc, ce qu'on veut faire, c'est entre autres avec le ministre de la Sécurité publique, ouvrir une commission vraiment qui s'attaque vraiment au proxénétisme et de faire en sorte qu'on travaille à empêcher ces gens-là d'agir, mais aussi on travaille à protéger leurs victimes, qu'elles aient 17 ans ou qu'elles aient 18 ans. La deuxième chose, c'est qu'on veut aussi établir une formation pour les hôtels et les différents établissements afin de faire en sorte que les gens qui travaillent dans ces hôtels-là soient capables d'identifier et de déclarer tous ces cas-là. Ensuite, aussi ouvrir l'IVAC, donc le programme d'IVAC, pour s'assurer que les victimes des proxénétistes soient aussi inclus dans ce programme-là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et finalement, doubler en 5 ans le nombre de policiers de l'escouade qui se spécialisent dans ce domaine-là. Madame Saint-Pierre, vous aviez levé la main tantôt, je l'ai vu après. Allez-y. Non, c'est pas grave. On a mis en place plusieurs mesures. Bien sûr, il y a eu des cas dans l'actualité qui nous ont interpellés énormément. Il y a eu des actions très concrètes qui ont été prises en établissant des équipes policières intégrées pour lutter contre le proxénétisme, au soutien aux parents également, qui sont évidemment devant une situation qu'ils ne peuvent expliquer et qu'ils ont besoin d'accompagnement. Également des interventions de soutien auprès des victimes. Il y a 25 projets qui ont été annoncés par mon collègue M. Coiteux, ministre de la Sécurité publique, pour l'équivalent de 1,3 million de dollars. Il y a un plan d'action qui a été mis en place par ma collègue Mme Lucie Charlebois de 11 millions de dollars. On a un programme de prévention également sur 3 ans qui totalise 4,3 millions de dollars. Donc, toutes des mesures qui ont été mises en place dans les derniers mois. Et bien évidemment, lorsque nous serons de retour après le 1er octobre, nous allons continuer à faire en sorte que ces mesures-là soient en place. Nous allons faire en sorte de travailler encore plus fort pour arriver à, bien sûr, ça ne sera jamais parfait, mais à limiter le plus possible ces cas. On sait également que la prostitution commence, on parle, je lisais tout récemment, à l'âge de 15-16 ans, on parle de 80%. Ça peut être de cas de prostitution, ce sont de très, très jeunes femmes. Donc, il faut agir aussi en milieu scolaire, faire de la prévention. Merci beaucoup. Madame Martinova-Croteau. Oui, donc la prostitution, le travail du sexe, c'est à plusieurs égards un problème social. Il faut s'assurer que toute mesure législative ou autre qui vise à encadrer la prostitution, le travail du sexe, priorise les droits fondamentaux des personnes visées, dont le droit à la vie, à la sécurité, à la dignité, à la liberté, et que les conséquences des mesures qu'on adopte ne portent pas atteinte à ces droits. Donc, une chose, encore une fois, vous savez, nous, c'est toujours important d'agir en consultation, en partenariat avec les personnes concernées. Donc, une des premières choses, c'est de reconnaître les personnes prostituées en tant qu'actrices et acteurs principaux des changements sociaux, politiques et législatifs qui les concernent. On souhaite lutter dans le but, évidemment, d'éliminer la violence, l'exploitation, notamment par les proxénètes, et l'absence de plein consentement qui peut être présente dans la prostitution. On veut déjudiciariser les personnes prostituées, mettre en place et favoriser le soutien social et des alternatives économiques à l'entrée dans la prostitution, ainsi que favoriser des initiatives pour les personnes qui souhaitent en sortir.
On veut sensibiliser et éduquer la population, en particulier les hommes, quant à la stigmatisation que peuvent vivre les personnes prostituées. On souhaite promouvoir des recherches-actions également sur la situation de ces personnes. Merci et soutenir beaucoup. les initiatives qui viennent d'elles-mêmes pour Merci. s'auto-organiser. Alors, je vais vous le dire, il reste une question sur les agressions sexuelles. Ensuite, il va nous rester une question. Et ensuite, je vous le rappelle, vous aurez chacune des candidates qui avaient accepté d'être avec nous ce soir 1 minute pour conclure comme vous le souhaitez. Alors, sur les agressions sexuelles, voici la question est la suivante. Si votre parti est élu, qu'entendez-vous faire pour améliorer le processus judiciaire pour les victimes d'agressions sexuelles? Je pense que Mme Drouin va être contente que je commence par elle. Vous avez 2 minutes. Ben, on a déjà parlé de ça. J'ai déjà mentionné notre proposition plus tôt en soirée. Donc, on va faire une chambre spécialisée de la Cour du Québec pour les violences conjugales et sexuelles, ce qui donnera un meilleur encadrement des victimes, que le personnel qui travaille dans le système judiciaire soit plus sensibilisé aux réalités vécues par les victimes et que les juges soient mieux formés et préparés pour ces cas. On a vu justement dans les nouvelles au cours des dernières années plusieurs cas de juges qui n'étaient pas assez bien informés. Évidemment, ça s'inscrit dans la foulée du mouvement MeToo, où moi aussi, et des arrêts de procédure de plusieurs cas d'agression sexuelle à la suite de la Ray Jordan, qui était rendu en 2016 par la Cour suprême du Canada. On a vu justement que nous, on veut utiliser la clause dérogatoire pour nous soustraire de la Ray Jordan. En même temps, on veut améliorer la confiance quand les citoyens envers les institutions du système de justice. On veut renforcer l'accès à la justice en diminuant les coûts et les délais qui viennent justement par un manque de juges qui sont nommés par Ottawa, malheureusement, et pas par le Québec, en matière de justice criminelle et pénale. On va aussi effectuer une réforme globale du droit de la famille en considérant les recommandations du rapport du comité consultatif sur le droit de la famille. Et comme j'ai dit tantôt en soirée aussi, on va bonifier l'aide aux victimes d'actes criminels, par exemple, en cessant de détourner, sous prétexte d'austérité, les sommes du fonds d'aide aux victimes d'actes criminels. Et abolir le délai de prescription pour les recours civils, parce qu'on peut faire un recours en matière criminelle, mais on peut aussi faire un recours en matière civile lorsqu'il y a une agression sexuelle. Merci. Alors, toujours sur le processus judiciaire, Mme Giraud? Ça va se ressembler beaucoup, on va travailler ensemble. Ah, excellent. Alors, de notre côté, ce serait aussi d'éliminer le délai de prescription de 3 ans. En fait, c'est absolument inacceptable qu'on donne à une victime 3 ans pour revenir envers son agresseur. On l'a vu avec le programme, avec le MeToo. Certaines fois, ça peut prendre 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans même, avant de juste avoir le courage de venir devant son agresseur. Donc, éliminer le délai de prescription. Utiliser une formation, mettre en place de la formation pour rendre le processus beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide surtout. Et là-dedans, ça inclut travailler avec les intervenants et les juges qui travaillent avec ces victimes-là. On veut éviter qu'elles se fassent encore poser, qu'il ou qu'elle se fasse poser des questions du style « qu'est-ce que tu portais, puis à quelle heure tu étais dans la rue ». Les salles d'audience, on se rend compte que 50% des salles d'audience sont vides la majorité du temps. Donc, une des façons d'accélérer aussi, ce serait de remplir ces salles d'audience. Informatiser les différents dossiers. Ça évite aussi énormément de temps, énormément de... Ça accélère, en fait, les recours. Et aussi, encore je l'ai dit tout à l'heure, mais tout ce qui était le programme de l'IVAC, s'assurer que ces victimes-là puissent avoir accès aux compensations du programme pour les victimes d'actes criminels. Merci. Mme Martinova-Croteau? Je pense qu'il est des sujets comme ça où nous pourrons effectivement transcender les lignes partisanes. Je suis préoccupée par le fait que 40% des plaintes pour agressions sexuelles ne sont pas retenues par les corps policiers. Et nous, ce qu'on propose, en fait, c'est un certain nombre de mesures également, d'embaucher dans tous les postes de police des intervenants spécialisés
en rapport de pouvoir qui puisse accompagner aux côtés de la police les victimes dans le dépôt de la plainte. On a besoin de fonds pour la mise sur pied d'un comité d'action juridique pour amener justement les femmes à porter plainte en cas d'agression, ce qui est encore trop peu fréquent selon toutes les études, selon ce que toutes les études nous disent. On souhaite aussi, il y a des corps policiers en Philadelphie qui ont fait un examen de leur pratique, un réexamen de leur pratique et de leur traitement dans les dossiers de violences sexuelles qui n'ont pas été retenus. Donc, on veut s'inspirer de ça puis des conclusions qu'ils en ont faites et faire ce même genre d'introspection sur les comportements des corps policiers, sur comment réagir par rapport aux plaintes de violences sexuelles. Aussi, il y a une panoplie, je pense, on sait, là, de micro-agressions qui composent la culture du viol, qui sont pas nécessairement criminalisables, mais qui sont extrêmement dommageables par ailleurs. Et on veut trouver une façon de s'attaquer à ces problèmes-là. Évidemment, on a besoin de faire en sorte d'éduquer les populations, notamment dans le cadre du cours à la sexualité que Québec solidaire appuie totalement, évidemment, et de faire une vaste campagne sociale et publicitaire pour aider tout le monde, y compris les victimes et les agresseurs, à comprendre ce qu'est la culture du viol et comment on peut ensemble s'en sortir. Merci. Madame Saint-Pierre, toujours sur le processus judiciaire. Oui, merci. Alors, c'est évidemment une question fort importante qui doit faire partie des priorités gouvernementales. Nous avons lancé en 2016 la stratégie gouvernementale en termes de violences sexuelles qui va s'étaler jusqu'en 2021, mais cette année, avec tout ce qui est sorti sur les questions, évidemment, de harcèlement, agression sexuelle, toutes les questions de MeToo, on a accentué l'aide et nous avons mis en place d'autres mesures. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un forum qui s'est tenu le 14 décembre dernier où on a annoncé des sommes supplémentaires de 25 millions de dollars ou 200 millions de dollars qui avaient été annoncés lors du lancement de la stratégie. Nous avons aussi le 7 mars, en compagnie de ma collègue, de la ministre de la Condition féminine, nous avons annoncé près de 20 millions de dollars pour soutenir les femmes victimes de violences et agir contre les agressions sexuelles. Nous avons fait des interventions sur les campus universitaires, les collèges. Nous avons aussi donné plus d'argent à Jury Pop pour aider justement ce que vous disiez tout à l'heure, les victimes, d'aller briser le silence, d'aller demander d'être accompagnées sur le plan juridique. Nous voulons aussi, que le silence se brise sur cette question-là. Et je rappelle qu'en termes d'actes criminels, il n'y a pas de prescription. Alors, ça peut faire plusieurs années. Il y a toujours possibilité d'avoir des accusations qui peuvent être portées de la part d'un agresseur. Merci. Alors, on passe à la dernière question, c'est sur les mères porteuses. Alors, on sait qu'il y a un député au fédéral qui a déposé un projet de loi pour autoriser le commerce de la location d'utérus, c'est-à-dire des mères porteuses, donc encourager les contrats de grossesse pour autrui. Au Québec, on a un article du Code civil, donc l'article 541, qui rend nul et de nullité absolue ce genre de contrat. Donc, ça agit comme un frein à l'expansion de ce commerce basé sur l'exploitation des femmes et la vente des bébés. La question s'adresse à vous toutes. Avez-vous l'intention de protéger l'article 541 du Code civil, qui est le dernier garde-fou contre le développement de la grossesse pour autrui? Et si vous êtes capable de nous dire comment, on aimerait beaucoup. Alors, vous avez 1 minute. Je vais commencer par Mme Marcinova-Croteau. Oui. Sur le fond, Québec solidaire appuie plutôt la procréation assistée et on souhaite redonner le financement qui a été retiré par le PLQ. Sur le comment, vous savez, Québec solidaire, on est un parti indépendantiste. On s'engage dans un premier mandat à tenir une assemblée constituante, une assemblée citoyenne représentative qui écrirait la Constitution du Québec et qui nous permettrait de former un nouveau pays pour le monde.
Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui motive énormément mon engagement politique. Or, je pense que ça répond à la question du comment. Je crois que la démocratie québécoise, la légitimité de la démocratie québécoise, fondamentalement, dépasse la loi canadienne. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. Merci. Madame Saint-Pierre? C'est un débat fondamental, c'est un débat très important, puis évidemment, on ne réglera pas la question en 1 minute, mais je pense qu'il faut de toutes nos forces contrer la marchandisation du ventre des femmes. Le projet de loi qui a été déposé au gouvernement, au Parlement fédéral, nous sommes contre ce projet de loi-là. En plus, il faut aussi penser dans ces questions-là à l'intérêt de l'enfant. L'enfant, plus tard, que va-t-il dire à ses parents, mais en même temps, il faut vraiment voir que des femmes vulnérables pourraient décider d'aller vers ce moyen-là. Et ça, nous sommes vraiment, nous levons évidemment des cartons jaunes, nous disons, c'est vraiment un enjeu fondamental. Il faut réfléchir énormément sur cette question-là. Oui, la société change, la société évolue, mais est-ce qu'elle va jusqu'à ce point-là? Je pense qu'il faut voir, puis il faut prendre le temps de bien analyser cette question-là. Moi, je serai en faveur d'une grande tournée à travers tout le Québec pour qu'on vraiment analyse comme on l'a fait pour ce qui est de mourir dans la dignité. Merci beaucoup. Madame Giraud? C'est intéressant d'entendre que ça prend une grande tournée parce que ça fait quand même plusieurs années que le libéral est au pouvoir et on n'a rien vu là-dessus, alors que c'est quelque chose de très, très important. Et on a une dichotomie entre ce qui se passe au Québec, qui est la loi québécoise, et la loi fédérale. Et ça fait en sorte qu'il y ait des jeux continuels. Il y a personne, tout le monde se lance la balle, il n'y a personne qui prend une décision. Alors nous, on serait vraiment en faveur de prendre une commission, de mettre une commission parlementaire en place, puis de vraiment régler cette problématique-là une fois pour toutes. Merci. Madame Drouin? Il n'y a aucun plan pour ce moment que le Parti québécois va changer l'article 541 de le Code civil. Au contraire, Véronique Yvon a déjà dit très clairement qu'a priori, le Parti québécois est réfractaire à l'idée de rémunérer les mères porteuses. On a constaté que le gouvernement du Québec s'est montré ouvert à étudier cette question seulement au printemps dernier, juste avant les élections, alors que le Parti québécois a réclamé une réforme globale du droit de la famille depuis 3 ans déjà. Et nous nous sommes engagés à mener justement une réforme du droit de la famille sur la base du méga rapport publié en 2015 par M. Alain Roy, qui touchera à toutes les questions, incluant la parentalité et la procréation pour autrui. Ça fait 3 ans essentiellement qu'on prêche dans le désert, que ce professeur de droit, Alain Roy, a déposé un rapport pour donner des pistes de solutions intéressantes et rien n'a été fait. Donc, voilà. Merci. Alors maintenant, c'est la minute qui vous appartient. Avant de vous la donner, de vous laisser aller, je veux vous remercier pour votre discipline. Vraiment, ça a été un débat très respectueux. Je vous en remercie. Et je veux aussi remercier les gens qui sont occupés du web et du temps de parole de chaque personne, mais surtout remercier PDF pour toutes les questions et d'avoir fait ce travail et organisé cette soirée. Alors, je vais y aller, comme on dit, bonbon mélangé. Madame Saint-Pierre, en arrivant, disait qu'elle était toujours la dernière à l'école à cause de son nom. Alors, vous avez la première minute, Madame Saint-Pierre, c'est à vous. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Je pense que ce sont des questions qui viennent nous chercher très loin. On aime beaucoup, bien sûr, discuter de ces questions-là. Je pense qu'on doit, bien sûr, s'élever au-dessus de la partisanerie lorsqu'il s'agit d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais je peux dire que moi, je suis très fière de ma formation politique parce qu'à partir du droit de vote des femmes, notre formation politique, lorsqu'elle a été au gouvernement, a toujours fait progresser l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est pour moi ce qui me motive à demeurer au sein de cette formation politique parce que je suis très fière de ce qui a été fait dans le passé et je vais continuer à être très fière de ce que nous allons faire. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est non négociable, c'est une œuvre inachevée et je termine avec une pensée évidemment à Mme Payette qui nous a quittés pour dire merci pour ce qu'elle a fait pour nous et je veux saluer tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux et celles qui nous ont suivis aussi par la magie des ondes. Alors, je vous salue tout le monde, merci infiniment.
Et bravo à Merci. vous, l'animatrice. Merci. Vous avez bien fait ça. Ah, moi, je me suis juste amusée. Madame Martinova-Crotto, c'est à vous, votre minute. Oui, évidemment, on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions qui concernent les femmes. Je m'en veux moi-même de ne pas davantage avoir mentionné la question des femmes autochtones qui vivent des problématiques très particulières en nombre très important. Une autre question dont j'aurais voulu discuter, c'est la question de l'indépendance et du rapport des femmes avec l'indépendance, parce que la Constitution canadienne, actuellement, ne répond plus aux défis de notre époque. Elle a été écrite exclusivement par des hommes blancs. Puis moi, je pense que exclusivement, le problème est dans le exclusivement, je tiens à le spécifier. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que nous écrivions ensemble un nouveau pays qui soit inclusif, qui permette, par une assemblée citoyenne qui soit représentative et donc évidemment paritaire, où les femmes, nous aurons l'occasion de réinventer notre rapport à la citoyenneté, à la démocratie et au pouvoir. Merci beaucoup. Madame Giraud? Moi aussi, je voudrais remercier PDF d'avoir organisé ce débat. C'était très, très intéressant. Merci à vous tous d'être venus. Moi, j'avais 2 premières aujourd'hui. Première chez PDF et premier débat. Je suis sûre que ça ne sera pas le dernier. Et je peux vous assurer que la cause des femmes, nous, ça nous tient beaucoup à cœur à la Coalition Avenir Québec, de toute évidence. On est déjà 52 % de femmes, comme je disais tout à l'heure, comme candidates. Et M. Legault a annoncé déjà qu'il aurait un conseil des ministres, si on prend le pouvoir, de 50 % femmes, 50 % hommes. Donc, la cause des femmes va être excessivement bien représentée. Et si je prends mon propre exemple, je me souviens quand j'ai pris mon premier CA et que je suis arrivée la 3e sur le CA. Et là, on m'a dit, là, ça va faire un changement. On est 3. Fait que je pense que là, ça va faire un changement parce qu'on est beaucoup plus de femmes autour de la table. Merci. Merci, Madame Giraud. Madame Drouin? En tant que féministe et lesbienne et candidat dans la circonscription de Saint-Marie-Saint-Jacques où nous sommes actuellement, où il y a justement le village LGBT, je suis très content qu'on ait eu ce débat pour parler de l'égalité femmes-hommes. Moi, je dis toujours femmes-hommes parce que c'est les femmes qui doivent atteindre l'égalité encore aujourd'hui. Ça fait plus d'une décennie qu'on parle de laïcité. Je pense qu'il est temps qu'on règle la question une fois pour toutes en mettant la laïcité dans la charte québécoise. J'ai oublié tantôt de mentionner que nous aussi, on a une proposition pour le consentement dans l'éducation sexuelle qui va justement aider à prévenir des agressions sexuelles. Mais il faut absolument réformer le système de justice. Je pense que la proposition de faire une chambre spéciale pour les agressions sexuelles pourrait vraiment avoir un impact majeur. Et pour conclure, moi aussi, j'aimerais rendre hommage à Mme Lise Payette. Alors, j'ai une dernière minute qui appartient à la présidente de PDF, Mme Diane Guilbeault. Avant de tout vous applaudir, je voudrais vous remercier. Ça a été extrêmement intéressant. Je pense que ça permet ces réponses, même si le temps imparti était court, ça permet, je pense à l'auditoire, aux gens qui nous ont écoutés sur le web, de prendre connaissance des différents points de vue, des différences qu'il y a, des ressemblances, des similitudes aussi qu'il y a dans certaines causes. Je vois que la question des agressions sexuelles fait, comme le mentionnait l'une d'entre vous, un peu l'unanimité, ça traverse les partis, c'est quelque chose qu'on veut régler rapidement. Alors, je veux vous remercier, vous féliciter, vous souhaiter bonne chance dans vos campagnes et je veux remercier aussi tous les gens du public et je vous invite maintenant à les applaudir très chaleureusement.